Maître Tishik Fataki, avocat au barreau de Kinshasa-Gambé. Il est aussi coordonnateur national du mouvement associatif Secours de la jeunesse ASBEL. Avec lui, nous allons parler de la question de la détention préventive. Bonjour maître. Bonjour madame. Et bienvenue sur Justicia Télévision. Une joie partagée, très content d'être ici par votre chaîne et dans cette émission pour la première fois depuis le début de cette année. Et nous promettons à nos téléspectateurs d'être très édifiés par rapport à la thématique qui est proposée par vous. La question des irrégularités sur la détention préventive. D'abord, quel est votre constat à première vue? Nous saluons l'initiative de Madame la ministre de la Justice. Et nous lui jetons des fleurs pour sa bravoure, qui est cette fois-ci démise pour pouvoir tabler sur cette question qui ronge de plus en plus les justiciables. La question notamment liée à la détention préventive, parce que nous voyons, il y a d'autres personnes qui se clament être victimes des arrestations, de la détention irrégulière et qui auraient passé plus de 6 mois, voire plus d'une année en détention préventive sans pour autant qu'elle soit présentée devant les juges. Donc nous saluons l'initiative. Là, vous le dites comme avocat ou vous le dites seulement comme activiste des droits de l'homme parce que vous avez finalement 2 casquettes. Oui madame, ici je me sers par rapport à la dimension de la connaissance, je me sers de ma qualité d'avocat. Mais pour la prise de langue, ce que je suis en train de faire devant vous, c'est en qualité du coordonnateur national du mouvement associatif dénommé Secours de la jeunesse, parce que parmi nos missions, nous contribuons aussi à la sensibilisation sur les textes juridiques qui sont dans notre pays, mais méconnus par la population. Mais nous éveillons aussi la conscience, soit encore la connaissance de la plupart des Congolais, pour la connaissance et la maîtrise parfaite de leurs droits. Oui, d'accord. Alors, cette visite de la ministre entre évidemment dans le cadre de la sensibilisation sur la question de l'état de droit, mais maintenant, est-ce que ce n'est pas seulement pour des raisons publicitaires, selon vos analyses, parce que c'est ce que pensent beaucoup des justiciables? Bon, madame, c'est une question qui tombe à point nommé, parce que d'aucuns pourraient se dire que lorsque la population crie très souvent sur la caporalisation, une certaine caporalisation de la justice par la politique. Et il y a d'aucuns qui croyaient comme si les autorités politiques faisaient une sourde oreille pour ne pas prêter attention à ce que la population disait. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, personnellement, nous saluons l'initiative parce que c'est quand même une habitude qui a été rarissime. On a vu les ministres, les différents ministres de la justice défiler suite au remaniement de certains et tous, ils ont fait la ronde. Hein. Mais ils ont non, fait la même cette fois-ci, on a fait la ronde. Parce que c'est une cette femme. fois-ci, c'est différent. Pourquoi? Parce que elle a fait non seulement la ronde, mais elle a voulu qu'on mette les doigts sur la plaie par rapport à la question de la détention préventive. Les autres fois, bon, on a organisé des journées de portes ouvertes, mais pour quelle solution? Cette fois-ci, la ministre avait tablé sur la question de la détention préventive. C'est quoi la détention préventive en termes plus clairs pour que nos téléspectateurs puissent comprendre? Merci beaucoup, madame. Et que dit la loi à ce sujet? Madame, nous allons commencer par poser les fondements constitutionnels. La Constitution du 18 février 2006 de notre pays, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 11-00D du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la Constitution, cet article 11 pose comme postulat que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc, nous pouvons dire que personne n'a le droit de restreindre la liberté de son semblable. Mais la seule possibilité pour pouvoir restreindre cette liberté, c'est celle posée par l'article 17 de la même Constitution, si c'est évoqué, qui dispose que la liberté individuelle est garantie. La détention est une exception, mais la liberté est la règle. Venons-en, à quel moment peut-elle intervenir la détention, soit la privation de cette liberté? Par sa définition, la détention préventive, elle est faite
de priver momentanément la liberté à un individu. Mais, dois-je vous confirmer qu'il y a 4 mécanismes pour procéder à la détention préventive, soit encore à la prévention momentanée de la liberté individuelle. Je m'en vais au décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale. En son article 27. Non encore révisé jusqu'à présent. Voilà, c'est encore ça les problèmes. Il faut déjà préciser. Parce que, madame, je dois vous préciser que lorsque notre pays était encore sous les jougs coloniales, lorsque notre pays était une colonie belge, il y avait un système qu'on appelait la trinité coloniale. Et dans la trinité coloniale, les Belges, pour imposer sa mainmise sur les autochtones, avaient utilisé soit l'administration, soit l'église catholique, soit encore les grandes sociétés. Mais sous l'aspect de l'administration, les Belges avaient essayé d'instaurer une gamme de textes juridiques pouvant régir les comportements des autochtones. C'est ainsi qu'on avait mis en place les codes de procédure pénale qui datent du 6 août 1959, donc avant l'indépendance. À ce jour, devrions-nous continuer à utiliser ces textes qui paraissent parfois révolus, qui parfois naviguent à contre-courant des réalités, de nos réalités sociétales? Est-ce que ça, ce n'est pas une manière pour vous de justifier déjà les irrégularités constatées dans les chefs de certains magistrats en ce qui concerne la détention préventive, parce que justement nos textes et notre code pénal n'est pas assez révisé, il y a des articles qui ne tiennent plus. C'est cela le problème, madame, parce que dans ce décret, en son article 31, in fine, mais d'abord l'article 31, alinéa 1er, pose comme principe que lorsqu'une personne est placée sous la détention préventive n'a comme dirait que 15 jours. L'ordonnance qui autorise la détention préventive est délimitée dans les temps, donc 15 jours. Mais avant qu'on puisse proroger cette détention, les magistrats instructeurs doivent saisir les juges pour demander ce qu'on appelle l'ordonnance confirmative de la détention préventive. Et ce décret pose comme principe que la prolongation, soit la prorogation, doit être faite pour 1 mois et ainsi de suite, c'est-à-dire de mois en mois, sans pour autant que cela soit délimité. Mais ça, c'est le problème. Il doit passer en chambre de conseil, toujours. Bon, il y a ceci, madame. C'est ce que dit la loi et c'est ce qui se fait. Oui, madame. J'ai relevé 4 mécanismes pour pouvoir priver une personne de sa liberté. D'abord, nous avons la garde à vue, nous avons la mise à les MAP, ce qu'on appelle les mandats d'arrêt provisoire, la détention préventive et la condamnation définitive au servitude pénale principale. Quant à la garde à vue, lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, elle est interpellée par un officier de police judiciaire qui n'a que 2 jours pour pouvoir, l'auditionner. Et lorsqu'il y a les indices qui pèsent sur lui, il peut déférer cette personne devant l'officier du ministère public. L'officier du ministère public, à son tour, peut directement placer une personne sous les mandats d'arrêt provisoire. Il n'a comme dirait que 5 jours. Pendant ces 5 jours, lorsqu'il parvient à rassembler tous les éléments de preuve, tous les indices serrés de culpabilité, il peut retourner chez les juges pour demander maintenant la mise en détention préventive pour une durée de 15 jours. Lorsque le juge lui autorise pour pouvoir placer la personne en détention préventive pendant 15 jours et que en dehors ces 15 jours, il y a possibilité que les enquêtes puissent continuer, le ministère public ne peut pas se décider motu proprio, c'est-à-dire sur l'initiative personnelle de pouvoir maintenir la personne en détention préventive. Non, il doit retourner auprès des juges en chambre de conseil, demander l'ordonnance de confirmation de la détention. Si les juges lui autorisent de pouvoir maintenir la personne en détention préventive, cette ordonnance lui donne le droit de maintenir la personne pendant 1 mois. Au-delà d'1 mois, si l'enquête n'est pas toujours concluante, il peut encore proroger ce délai-là. Et le code pénal n'a pas précisé combien de fois le magistrat devrait proroger. C'est ça les problèmes. Et l'irrégularité se trouve à quel sujet? Madame, l'article 31, alinéa 1er, n'a pas délimité le nombre de fois que le magistrat doit demander la confirmation, soit la prorogation du mois au mois. Ici,
la loi a laissé un champ vaste parce que la loi a donné comme motivation que aussi longtemps que l'intérêt public l'exigerait. Si les magistrats ont comme motivation que voilà, pour raison d'enquête, pour raison de l'intérêt public, je décide de proroger la détention à 1 mois et ainsi de suite. On suppose que la personne peut passer même toute une année comme ça, de prorogation en prorogation. Alors que l'alinéa 3 du même article vient contredire encore ces premiers alinéas. L'alinéa 3 dit ceci, l'article 1er du Code de procédure pénale, alinéa 3, dit ceci. Si l'infraction est égale ou supérieure à 6 mois, l'officier du ministère public, soit le magistrat instructeur, ne peut pas proroger la détention préventive plus de 3 fois consécutives. S'il veut proroger cette détention, il doit saisir les juges en audience publique. Maître Tichik, est-ce que le problème ne se trouve pas déjà au niveau de la phase préjuridictionnelle, c'est-à-dire pendant que l'inspecteur est en train d'instruire le dossier et préparer les préventions pour l'inculper, par exemple? Parce que si déjà au niveau des préventions, la base n'est pas solide, ça veut dire que le magistrat est presque induit en erreur. Donc la faute devrait être partagée. Bon, ce qui est vrai, lorsque la loi reconnaît au magistrat instructeur l'impossibilité de pouvoir proroger plus de 3 fois la détention sans pour autant revenir auprès du juge en audience publique, c'est là où on a essayé de délimiter les marges de manœuvre du magistrat. Mais dans la pratique, nous ne vivons pas cela. En aucune fois, nous avons assisté à une audience publique dans laquelle on serait en train d'examiner la question de la détention préventive entre un inculpé et les magistrats qui auraient prorogé plus de 3 fois. Qu'est-ce que nous vivons ici? Les magistrats s'offrent la possibilité de pouvoir, de mois en mois, proroger la détention préventive. Il y a des prévenus, il y a des inculpés qui croupissent en prison. Des fois, il sait quoi être déjà condamné. Des fois, il ne comprend pas son statut. Il n'est pas régulièrement appelé devant le juge pour la confirmation de sa détention préventive, tantôt pour la prorogation de la détention préventive. Les magistrats restent dans son bureau climatisé, et que l'inculpé continue à croupir sans pour autant être présenté devant le juge pour y être par rapport à cet aspect des choses, il y a beaucoup de prévenus aussi qui sont à la prison centrale de Makala, parce qu'on parle de là, qui n'ont pas d'avocat pour les assister. Et très peu d'avocats acceptent de faire du prodéo alors que vous avez tous prêté serment pour ça. Donc, c'est quand un prévenu n'est pas assisté, donc c'est possible qu'on puisse renvoyer cette audience-là en sa faveur ou en sa défaveur, en attendant que ce prévenu soit assisté. Donc, la question revient à vous, vous-même, combien de prévenus avez-vous déjà assisté gratuitement et gracieusement qui sont dans ces conditions-là? Oui, madame, ici il y a un petit problème parce que lorsque les magistrats instructeurs gèrent les dossiers dans la phase préjuridictionnelle, il y a un principe qui dicte que la phase préjuridictionnelle inquisitoriale est secrète. C'est-à-dire, pour avoir accès au dossier dans l'instruction préjuridictionnelle, c'est quand même difficile. Vous savez, les avocats ont droit d'avoir accès au dossier de leur client. Madame, souvent les avocats ont accès au dossier. Par exemple, les avocats qui offrent leurs expertises en qualité des avocats désignés par les bureaux de consultation gratuites par leurs barreaux respectifs. Ce sont les dossiers pour lesquels l'inculpé est déjà présenté devant le juge, c'est-à-dire là quitter les statuts de l'inculpé pour revêtir l'habit du prévenu. Mais pour les dossiers dans lesquels les personnes se trouvaient dans les statuts sous le format de l'inculpé, c'est quand même difficile. Moi, je suis avocat, je suis dans mon cabinet, c'est quand même difficile pour que je sois au courant qu'un magistrat qui est assis dans son bureau et un inculpé qui passe ces moments difficiles à la prison, comment saurais-je les dossiers pour lesquels il est poursuivi? C'est quand même difficile. Moi, je pense que c'est une question qui revient à l'inspection judiciaire, l'inspection des parquets, qui font la ronde pour savoir les magistrats qui instruisent les dossiers. Les textes sont là, même non actualisés, mais il y a quand même des textes
et les irrégularités sont constatées parce que, selon vous, certains magistrats interprètent en leur manière les dispositions du Code pénal et même de la Constitution. Mais quelle est la solution pour justement limiter ces irrégularités constatées déjà par la ministre de la Justice? Madame, du fait qu'il n'y a pas la tenue des audiences publiques qui statuerait sur les cas de la violation récurrente de la procédure de la détention préventive, il y aura toujours des problèmes. Non, si on respecterait... Il y a des procédures de prise à partie contre des magistrats qui ont procédé à des détentions irrégulières. Madame, parce que ici, s'il faut procéder par la procédure de la prise à partie, c'est déjà un problème. Ici, nous avons en face de nous un magistrat qui proroge plus de 3 fois en contradiction avec l'alinéa 3 de l'article 31. Mais nous avons aussi d'autre part, les juges qui ne veulent pas interpeller ces magistrats en audience publique pour que ces magistrats instructeurs se justifient. Pourquoi il a prorogé plus de 3 fois alors qu'il ne pouvait pas proroger sans pour autant se référer au juge devant l'audience publique et non en chambre des conseils? D'une part, la responsabilité peut être rejetée aux juridictions qui n'organisent pas la tenue des audiences publiques pour statuer sur les cas de détentions irrégulières issues de la prorogation à plus de 3 fois par un magistrat sans pour autant se référer à la juridiction. Mais il y a aussi des cas constatés par Justice et la télévision, des détenus et des prévenus dont il n'y a même pas de prorogation, qui sont là jetés dans le gouffre et qui n'ont même pas de dossier. Madame, ces cas sont légion. Il y a plusieurs détenus dans la prison centrale de Makala qui passent plusieurs mois, voire plusieurs années sans pour autant qu'ils soient présentés devant les juges. Alors que si on se référerait à cet alinéa 3 de l'article 31 du Code de procédure pénale, on présenterait facilement les prévenus devant les juges. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment maintenir une personne dans le statut d'un inculpé privé préventivement de sa liberté d'aller et venir, sans pour autant qu'il soit jugé. Je vous ai ici énuméré les 4 procédés, soit encore les 4 mécanismes de la privation de liberté. Garde à vue, mandat d'arrêt provisoire, détention préventive et la condamnation définitive. Une personne qui n'est pas encore condamnée définitivement, comment peut-être sa condamnation définitive serait de 3 mois de servitude pénale, alors qu'elle aurait passé déjà plus d'une année en prison. Alors que doit faire un justiciable qui se retrouve dans cette situation, détenu préventivement des longs mois, sans dossier, sans être présenté devant son juge naturel? On doit dénoncer les magistrats instructeurs qui prorogent plus de 3 fois une détention préventive sans pour autant se référer au juge en audience publique, pas en chambre du conseil. Mais en audience publique, on doit dénoncer ces magistrats. Et s'il ne connaît même pas ce magistrat? Voilà pour la raison pour laquelle dans notre structure associative, nous sommes en train de vulgariser les textes. Nous sommes en train d'encourager les justiciables à pouvoir dénoncer auprès de notre structure, parce que nous avons la possibilité de saisir soit les instances compétentes, soit les autorités politico-administratives compétentes, soit encore l'inspection qui gère les magistrats, pour pouvoir sanctionner de tels magistrats qui prorogent indéfinitivement la détention préventive sans pour autant se référer au juge en audience publique et non pas en chambre du conseil. Alors il y a quand même certains magistrats qui prorogent pour... selon certaines informations qui nous sont parvenues, pour être contactés par les familles de ces justiciables en vue de trouver soit un règlement à l'amiable ou carrément relaxer la personne. C'est des comportements que la ministre promet de sanctionner, mais à part les sanctions, selon vous, est-ce qu'il ne faudrait-il pas une formation ou une remise à niveau peut-être du corps de la magistrature? Moi, je pense qu'une remise à niveau s'impose. Des séances, parce que l'homme est un éternel imparfait. Vivekananda, le philosophe indien, avait dit il y a cela plus de 5 décennies, il disait ceci: l'homme doit continuellement apprendre. On ne peut pas comprendre que les magistrats, une fois qu'il est devenu magistrat, la séance de la remise à niveau s'arrête. Non. Cet article, cette disposition, cette nuance, cette difficulté, cette controverse relevée par les articles, par les alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale est méconnue aussi par plusieurs avocats que les magistrats.
Moi, je pense qu'une remise à niveau s'impose pour pouvoir expliquer aux magistrats la limite de l'étendue de leur pouvoir par rapport à la détention préventive. Les magistrats... Selon vous, au fait, rien ne marche. Du côté de la magistrature, il y a un problème de formation. Du côté même des prévenus, il y a un problème d'information par rapport à leurs droits. Non, madame, dire que rien ne marche, c'est quand même être trop rigoureux. Nous ne pouvons pas nous offrir cette luxure des prétentions pour débiter de tels propos. Nous disons seulement que notre justice marche. Le fait pour la ministre de la Justice de prendre cette initiative, c'est vraiment bien. C'est là pour la suffisance que l'état des droits, qui ne doit pas rester un vœu pied, un slogan mystificateur, mais ça doit se traduire par des actes, ça marche déjà. Mais seulement, on doit encore faire plus. On doit faire plus comment? On doit aider nos magistrats à comprendre certaines nuances de la procédure pénale. Pour qu'il y ait changement, il faudrait que la ministre se déplace personnellement pour aller voir sur terrain la situation qui se dégrade. C'est ça aussi le problème. D'abord, les magistrats instructeurs a un chef d'office, à son supérieur. Il y a un procureur qui gère tous les magistrats. Mais il y a aussi les magistrats qui sont gérés par leur supérieur. Nous disons un premier substitut qui doit aussi superviser ses inférieurs. Pourquoi pas les chefs d'office devraient multiplier des séances d'encadrement des remises à niveau pour surveiller quand même, soit mettre à l'abri leurs collègues pour les cas récurrents de la violation de certains droits garantis par la Constitution, parce que la liberté est un droit garanti par la Constitution. Et toute personne qui est privée de sa liberté de manière irrégulière sous prétexte que non, c'est au nom de la détention préventive, alors que les magistrats étaient appelés aussi à veiller à se conformer à la procédure pénale, n'y a pas fait. Tout magistrat, tout chef d'office doit contribuer à l'éveil de la connaissance de ces subalternes pour leur rappeler à l'ordre les prescrits du code de procédure pénale, notamment ce qui proscrit, ce qui pose les principes, soit encore comment on doit respecter la prorogation de la détention préventive, comment on doit se référer au juge une fois qu'on a prolongé consécutivement plus de 3 fois la détention préventive. Alors aujourd'hui, ne devrait-on pas faire plutôt pression du côté du législateur pour actualiser le code pénal congolais en cette matière? Voilà, on relève avec les réalités sociétales, mais aussi avec l'évolution de la société. C'est le moment opportun pour que nos députés ne se cramponnent pas seulement à la révisitation de la loi sur la nationalité des Congolais, père et mère. Non, mais non, ça ne dérange pas, mais on ne doit pas se cramponner seulement sur les aspects politicaux de la révision de certains textes juridiques. Non, on doit aussi voir, parce que la question de la liberté est une question fondamentale. C'est une question qui devait retenir l'attention de tous, plus que cette question qui divise même les politiciens. Moi, je pense que les députés nationaux, les politiciens doivent se saisir de l'occasion pour pouvoir demander la révisitation de ces codes de procédure pénale qui nous paraît vieillissant, parce que ça date de l'époque coloniale. On doit se référer aux réalités sociétales, par exemple. Mais dans d'autres pays, leur code pénal date déjà de 2-3 siècles, mais la démocratie fonctionne assez bien. Non. Donc, ce n'est pas non plus une raison. Non, ce qui est vrai, la loi doit être adaptée avec les réalités sociétales. Quelles sont les réalités actuelles sociétales, comme vous dites, en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo? Les réalités de notre société vous laissent que lorsque les magistrats instruisent un dossier, que l'instruction soit délimitée dans les temps. Jadis, il n'y avait pas assez de mécanismes d'enquête comme aujourd'hui. Jadis, les magistrats devraient se déplacer pour pouvoir recueillir les auditions et consorts. Mais aujourd'hui, il suffit seulement que le magistrat peut-être puisse lancer une telle demande pour que son collègue qui serait dans un tel endroit lui donne aussi les moyens nécessaires, soit encore d'autres éléments inhérents à l'enquête. Aujourd'hui, le magistrat ne peut pas
maintenir une personne qui est poursuivie, par exemple, pour les imputations dommageables. Tentative de meurtre. On sait que l'infraction avait eu lieu à tel endroit. On peut se déplacer avec les moyens de transport ici à Kinshasa et arriver. Il se pose par rapport à ça un problème de frais de fonctionnement aussi. Vous savez que les syndicats des magistrats se plaignent jusqu'à présent sur les conditions salariales des magistrats, même si dans la réalité, on aurait gonflé un tout petit peu les salaires, selon des informations qui ne sont pas... Madame, c'est justement... mais concrètement... J'en arriverai à là, madame. Concrètement, la situation... la réalité aussi est que sur le plan matériel, les choses ne sont pas organisées dans le sens de laisser aux magistrats beaucoup de marge de manœuvre pour faire des enquêtes de terrain. Vous avez raison, madame. Et faciliter justement ce travail et limiter le temps de détention. Je vous donne partiellement raison, madame. Pourquoi? Dans un cas de tentative de meurtre, par exemple, les magistrats doivent se déplacer pour pouvoir mener des enquêtes, une descente sur le lieu, et que la personne détenue préventivement croupie encore à la prison, les magistrats ont besoin de moyens pour se déplacer. Les magistrats ont besoin de moyens pour mener autant de fois l'enquête. Les magistrats qui se laissent, qui attendent les moyens qui doivent provenir de la personne qui est en état de détention et que cette personne n'a pas de moyens. Qu'est-ce que le magistrat fait? Il croise les bras, il attend. Il peut attendre comme ça pendant combien de temps pour effectuer la descente? Et les plaignants aussi à son tour, s'il est de mauvaise foi, il peut se dire non, il faut que cette personne continue à croupir à la prison. Je ne vais pas donner les moyens pour que le magistrat effectue une descente. Mais ce n'est pas aux plaignants, il ne faut pas non plus induire nos téléspectateurs en erreur. Non, il y a pas aux plaignants de financer les... Dans la pratique, les magistrats demandent à ce que toutes les parties contribuent équitablement pour la descente. Donc, les plaignants qui ont intérêt à ce que les preuves soient... loi. Ça, c'est ce que les avocats demandent aux justiciables. Mais Madame, c'est interdit par la loi. Nulle part, la loi a donné la condition à la personne qui est poursuivie de donner les moyens au magistrat pour mener une enquête. Donc, il n'y a pas de pratique de cotisation, comme vous le dites. C'est dysfonctionnement. Cette dysfonctionnalité, c'est ce que nous décrions. L'État devrait mettre des moyens nécessaires à la disposition des magistrats pour pouvoir mener d'abord les enquêtes. Une fois que l'inculpé est mis sous la détention préventive, les magistrats doivent recevoir des moyens venant de l'État pour pouvoir mener de façon indépendante l'enquête. Mais lorsque les magistrats n'ont pas de moyens pour se déplacer, lorsque les magistrats n'ont pas de moyens nécessaires pour effectuer des devoirs des instructions préjuridictionnelles, et qu'est-ce qu'il fera à son tour? Il va croiser les bras pour attendre soit la partie qui a intérêt, là je cite la partie plaignante, soit encore la personne qui est en détention préventive, de lui donner des moyens pour pouvoir descendre. C'est ce que nous décrions. C'est une pratique illégale. C'est une pratique illégale parce que la loi ne permet pas à ce qu'une personne qui est poursuivie dépense encore des moyens pour la descente. Ici, nous voyons que les magistrats demandent des fois aux justiciables les frais de la descente. Alors que c'est l'État qui devait organiser, mettre les moyens nécessaires dans chaque parquet. Lorsqu'il y a un devoir de la descente, les magistrats peuvent facilement faire rapport à son chef et que son chef mette à sa disposition on est en train de chuter, mais là, vous êtes déjà vous-même en train de dédouaner les magistrats en disant que si les dossiers tirent en longueur, en ce qu'on a des détentions préventives, donc c'est une question de moyens, entre autres. Oui, madame, partiellement, je dédouane les magistrats. Et je charge l'État qui ne met pas suffisamment de moyens au profit des magistrats pour les devoirs de l'instruction. Alors, quelle est la solution? Quelles sont les solutions pour les pistes de solutions? Pour définitivement en finir avec les irrégularités, on doit d'abord revoir les alinéas qui portent controverse. Donc, l'alinéa 1er et l'alinéa 3 de l'article 31 du décret 18 août 1959 portant les codes de procédure pénale. On sait qu'on ne peut pas laisser la marge indéfinitivement au magistrat de pouvoir prolonger comme bon lui semblerait sous prétexte fallacieux qui est l'intérêt public l'exigerait. On ne peut pas de façon indéfinie laisser au magistrat la possibilité de pouvoir proroger la détention préventive, mais aussi on doit aider les tribunaux à pouvoir se saisir de toute question de la détention irrégulière. En audience publique,
Mais aussi, on doit mettre les moyens nécessaires à la disposition des parquets pour pouvoir mener à bien la procédure d'enquête, la procédure, toute la phase préjuridictionnelle. On doit mettre les magistrats dans de bonnes conditions pour ne pas se rabaisser, se raviser encore dans les chefs des personnes inculpées pour leur demander des moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien la phase d'enquête. Merci beaucoup, Maître Tishik Fataki. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, coordonnateur national du mouvement associatif Secours de la jeunesse. Alors, vous n'avez même pas dit au cours de cette interview en quoi vous portez votre secours à la jeunesse. Oui, madame. En matière judiciaire. Madame, notre structure associative dénommée Secours de la jeunesse, ce n'est pas secours à la jeunesse. Nous ne voulons pas qu'on vole le secours à la jeunesse, mais nous démontrons de quoi la jeunesse peut secourir notre pays. Ah, c'est les jeunes. Voilà, les jeunes qui volent au secours pour notre pays. Vous-même, vous êtes dans la catégorie des jeunes ou des vieux? Je suis dans la catégorie des jeunes et nous contribuons à l'encadrement, le soutien et l'accompagnement des jeunes. Nous menons des séances, des formations et des sensibilisations des textes juridiques, par exemple. Ces textes juridiques qui est vieillissant et la notion de la détention préventive qui est méconnue par la population dans la majeure des parties. Donc nous contribuons à l'éveil de la conscience. Mais là où nous reprochons aussi à l'État congolais, l'article 37 de la Constitution oblige à l'État de pouvoir collaborer avec les associations qui militent pour le développement. Or, lorsque nous contribuons... Collaborer, c'est-à-dire vous soutenir collaborer sous forme de subvention. Si je peux m'offrir la luxure, cette luxure de pouvoir sensibiliser, il faut que j'ai des moyens. Il faut que j'ai des moyens pour rassembler les gens, location des salles et consorts. Ça va aider l'État parce que la population va apprendre quels sont les textes juridiques qui sont en vigueur. Mais voilà que je n'ai pas de moyens. J'ai la volonté, mais je suis limité par rapport aux moyens. Nous interpellons l'État congolais de pouvoir nous approcher. Nous allons contribuer pour lever la conscience de la population, s'agissant des informations électorales, s'agissant de la violation des servitudes, des passages, servitudes publiques. Évidemment, donc, il y a beaucoup de thèmes. Alors. Avec vos honoraires, vous ne pouvez pas soutenir ce mouvement. Madame, là je parle comme coordonnateur national des mouvements associatifs et non comme avocat. Noté. Comme avocat, je peux me limiter, mais par rapport à cette structure associative qui relève de la société civile, c'est tout à fait normal que je puisse toquer à la porte de l'État congolais pour nous voler aussi au secours afin d'aider la population. Merci, ce sera votre conclusion, à moins que vous ayez autre chose à dire. Je remercie sincèrement votre chaîne qui aide la population congolaise à maîtriser certaines notions des droits parce qu'on dit les droits est une lampe qui éclaire les labyrinthes des transactions humaines. Et sa connaissance minimum nous imprime l'assurance de traverser la rivière de l'ignorance. Et il y a aussi un maxime qui dit qu'on ne peut pas faire un pas sans droit. Pas un pas sans droit. Donc, votre chaîne aide considérablement notre population pour pouvoir cerner quelques notions de droit. Nous vous jetons des fleurs. Nous remercions aussi la ministre de la Justice qui a pris à bras le corps cette question de la détention irrégulière pour pouvoir interpeller les magistrats, de pouvoir demeurer droit dans leurs bottes pour pouvoir correctement faire leur travail en accord avec les textes juridiques en vigueur. Merci beaucoup, Maître Tishik Fataki, pour votre intervention.